Euh, donc, on est ici à l'initiative de Laurent Boursilot, qui fait son post-doctorat ici à l'ENA, et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Donc, Laurent est à l'origine de la réunion d'aujourd'hui, donc de la workshop qu'on a ensemble aujourd'hui. Moi, donc, à titre à la fois de panéliste, mais aussi à titre de co-hôte de l'ENA, donc j'ai le plaisir de vous accueillir. So the topic today will be about Canada, NATO, and Arctic. Or may I just say NATO and Arctic with an emphasis on Canada. C'est une problématique qui est particulièrement intéressante. D'abord, parce que pour les Canadiens, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important. L'Arctique est quelque chose de très sensible chez les Canadiens. C'est un des rares éléments identitaires dans lequel la grande majorité des Canadiens vont se retrouver. Que vous soyez francophone ou anglophone, que vous soyez dans l'Ouest, dans l'Est ou dans le Nord, il y a un attachement profond à l'Arctique. Donc, il y a une sensibilité pour ça. Et aussi, c'est un sujet intéressant, ce triangle OTAN-Arctique-Canada, parce que les Canadiens ont généralement été ceux qui se sont opposés à ce que l'OTAN s'investisse ou accorde plus d'importance à l'Arctique. Autant, par exemple, la Norvège a voulu entraîner l'OTAN dans les questions arctiques. En 2013 environ, il y a une conférence qui s'est tenue à Reykjavik à l'initiative de la Norvège pour tenter d'attirer l'attention des autres membres de l'OTAN sur les questions arctiques. Et les Canadiens, à l'époque, mettaient le pied sur le frein pour que ça ne se produise. Donc, aujourd'hui, on va aborder différentes facettes de ce sujet. Et pour ceux d'entre vous donc, qui ont un point de vue européen sur le sujet, c'est aussi important de voir, de pouvoir mesurer un peu le décalage qu'il peut y avoir entre Canadiens et non-Canadiens ou Européens sur le sujet. Donc, il y a des points de vue assez différents qui s'expriment. Sans plus tarder, pour nous permettre d'entrer directement, là, vous allez me pardonner de prendre mon ordinateur pour être sûr de rien oublier. Donc, les gens que je tiens à remercier aujourd'hui, d'abord, l'Association Canada-France, l'Association du Programme de défense et de stratégie, le Rubicon, qui est associé au réseau d'analyse stratégique, le CCEAE de l'Université de Montréal. Qui est le CCEA, Centre d'études européennes et allemandes de l'Université de Montréal. Centre d'études européennes et allemandes de l'Université de Montréal. Merci. Le tout avec un soutien du programme MINDS du ministère de la Défense nationale qui a permis la tenue de cet événement. Je tiens à remercier particulièrement M. Alexandre Courtemanche, qui se cache en arrière actuellement, donc qui est aussi au cœur de l'organisation de cet événement. Certains invités distingués que je tiens à souligner aussi, donc Bridget Larocque, qui est avec le réseau sur la défense et la sécurité dans l'Arctique et l'Amérique du Nord, donc le North American Arctic Defense and Security, dont elle est une des co-directrices et je la connais bien pour ça, pour moi-même faire partie aussi de ce réseau-là. Alors, je salue Bridget. Éric Laporte, donc directeur exécutif de la Direction des relations de sécurité et de défense, donc l'IGA, contre-amiral Frédéric de Rupilly, donc de JCNF. JFC de Norfolk. Pardon, là? Le JFC, le Joint Force Command. Joint Force Command. De Norfolk, en Virginie. Bienvenue aussi à ENAP, contre-amiral, et le consul général des États-Unis, donc M. Robert P. Sanders, qui n'est pas, je pense, encore avec nous, mais qui va se joindre à nous au cours de la journée. Alors donc, merci à tous ces gens et à toutes ces organisations de s'être investis dans cette événement. Sur ce, je vais passer la parole. On va aller tout de suite au premier panel, si vous voulez bien. Donc, je vais passer la parole à Benjamin Buvin, qui est un ancien de l'ENAP, qui est un diplômé de l'ENAP. Re-bienvenue dans votre alma mater. Donc, sur le premier panel qui porte sur enjeux climatiques et menaces dans l'Arctique, donc c'est le panel, si vous voulez, qui met la table
à la journée à notre journée de réflexion. Donc, Benjamin? Ben, merci beaucoup Stéphane Roussel pour cette introduction. Bienvenue donc à cette journée d'études sur l'article évoquant. Mon nom est Benjamin Boutard, je suis directeur de l'Association France-Canada, diplômé de l'ENAP et ancien étudiant de Stéphane Roussel, ancien vice-président de l'association étudiante et co-organisateur avec Laurent Borsiaud de ce programme donc de personnalités d'avenir. D'ailleurs, je les salue, ils sont présents. Merci d'être matinaux avec nous. Amiral, mesdames et messieurs, chers amis, nous allons nous intéresser donc aujourd'hui à un vaste territoire qui est aussi un champ stratégique et géopolitique aux enjeux multiples. Enjeux climatiques, énergétiques, économiques, identitaires, ça a été dit, humains, de souveraineté, de gouvernance, et trois petits points, on peut en trouver d'autres encore, pour le Canada et aussi pour les pays riverains, avec des risques à l'avenir de confrontation entre puissances qu'on ne saurait négliger. Alors, le réchauffement climatique se traduit par une fonte des glaces et du pergélisol, par la fragilisation de la biodiversité, par une vulnérabilité accrue de l'écosystème, aussi pour les populations autochtones, change la donne. Et ça change la donne également pour les forces militaires, pour les administrateurs, pour les douaniers, etc. Et nous avons eu hier un échange avec le deuxième groupe de patrouille des Rangers canadiens pour avoir un regard très opérationnel sur ces questions, qu'on va compléter ce matin par un regard plus scientifique et aussi avec des personnalités académiques et du monde d'Affaires Canada. Je vous remercie pour votre présence. On va toutefois laisser la parole en premier lieu à notre intervenante en ligne, Pauline Baudu. Pauline, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, merci. Bonjour. Alors, Pauline, vous êtes étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes aussi chercheuse principale à Arctic 360 Toronto, chercheuse non résidente au Center for Climate and Security du Council on Strategic Risks à Washington. Et vous allez nous parler en quelque sorte ce matin de la jonction des enjeux croisés entre climat et sécurité en Arctique et des pratiques qui en découlent. Alors, je vous laisse la parole pour 10 minutes, Pauline. Merci. Merci beaucoup. Je sors mon casque en attendant parce que j'ai la malchance d'être de retour à Paris et avoir des nuisances sonores qui vont avec. Donc, il y a quelques klaxons à côté et si ça continue, je mettrai mon casque. Faites-moi savoir si jamais il y a trop de bruit dans le fond. Pour l'instant, merci. Merci. Donc, merci beaucoup, Benjamin. D'abord, merci pour l'invitation, donc, ainsi qu'à Stéphane Roussel, à Laurent Bordillo et Alexandre Courtemanche. C'est un grand plaisir de participer à cette journée d'études aujourd'hui et notamment aux côtés de professionnels aussi renommés. Et d'autant plus à travers ce panel, et j'apprécie que les enjeux climatiques ouvrent les discussions aujourd'hui. Parce que ce sont les enjeux qui fixent en quelque sorte le cadre de la plupart des dynamiques actuelles de la région arctique. Et je suis d'ailleurs désolée de ne pas pouvoir être physiquement présente avec vous aujourd'hui. J'aurais adoré être là. En temps normal, je suis basée à Montréal, mais la date tombait sur la période à laquelle je suis de passage en France. Et je vais passer à l'anglais pour ma présentation parce que c'est la langue dans laquelle je travaille sur ces sujets. Et donc, c'est vraiment pour éviter d'employer des traductions hasardeuses de certains termes. Mais je suis d'accord que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, d'avoir Mais une plus grande représentation. C'est bien Pardon? parce que c'est beau, Pauline. Allez-y. J'ai pas entendu. Je disais, c'est bien parce que c'est beau. Ah. Mais je suis d'accord qu'il faut une plus grande représentation francophone sur ces sujets et il y a certains termes qu'il faut contribuer à être sûr d'avoir des traductions. Mais voilà, donc, because I work at the convergence of climate change, security, and geopolitics, I study both in my work with the policy world and now in my early academic life, the different layers of security dynamics in the Arctic in light of climate change. So really the different sets of interactions between, on the one hand, the changing climate and physical environment, and on the other hand, the evolving security and strategic context in the region. So a brief reminder when it comes to the Arctic region, but it's been said already, the physical impacts of climate change include permafrost thaw and landslides,
the reduction of summer sea ice, sea level rise, which leads to coastal erosion and flooding, and many other direct impacts. But these physical changes also interact with profound changes which are also occurring independently and in an interwoven way in the very fragile Arctic ecosystems. So modifications is in both the Arctic fauna and flora, and it's really interconnected with all of the physical changes that are occurring because of climate change. So we've been hearing a lot about, how climate change and the melting ice may open new navigation routes, how that may also lead to tensions over resources. And I'm not saying whether this will be true or not, but sometimes we benefit from looking at this predicted causal link in a more nuanced way. First, because climate change is not the only security variable in the region. It's not the only security factor. It interacts with other factors like the pre-existing strategic significance of the region that dates back from the Cold War, geopolitical triggers like the Ukraine war, which has really shifted Arctic security dynamics quite radically. So climate change is not the only factor. And also because the regional governance framework is still relatively well-functioning, so the limited tensions that do exist over maritime sovereignty and potentially accessible resources are for now managed relatively efficiently. So I think this is something that's worth underlining before diving deeper in the climate security nexus in the region. But as we will likely hear more about later today, there is definitely an increased militarization of the region with increasingly assertive and securitized narratives, lots of nuclear signaling from Russia, and intensifying use of hybrid tactics, also from Russia. And this evolving security context, which is important, including for NATO, does intersect with the changing climate and environment of the Arctic in a number of ways. So it's also important to keep in mind that some of what I will say applies differently in the different Arctic regions, right? It's not a monolith. We tend to think of the Arctic sometimes as a monolith, but there are actually very different climate challenges and security challenges, whether we're talking about the Canadian Arctic or the European Arctic, for instance. So, which means different ranges of implications for NATO's prerogatives in the Arctic as well. The first impact I will mention, which is actually by far the primary and most overshadowed impact of climate change in the region, is that climate change amplifies existing local vulnerabilities, traditional lifestyles, the human security in the Arctic. It threatens the health of the population, livelihoods, the culture, the identity, as has been said already, of the local and mostly indigenous communities. And I believe that Bridget will be talking about this more at length. But in Canada, for instance, there are threats to human mobility and transportation, to name just these ones, because ice roads are becoming less reliable, or more recently you had houseboats used for fishing that could not navigate due to droughts this month in the Northwestern Territories. Which ultimately threatens the safety and food security of local communities. And this is just one example. So if we want to look at this also through a national security lens, these risks to human security ultimately also undermine societal resiliency to external threats, right? Which may also eventually impact deterrence capacities, because of societal resiliency both signals readiness to respond to crisis in the Arctic, and it shields affected populations from potential targeting by hostile actors, which are looking to fracture societies within NATO. Also, it's true, second point is that the impacts of climate change may influence the strategic thinking and decision-making of Arctic actors. For instance, the melting ice does lead to an increasing militarization, mostly by Russia, of the assets and infrastructure that are key to the economic exploitation of its Arctic land and maritime regions, both because resources and maritime routes may become more accessible
in the medium to long term, but also because Russia's strategic fleet in the Kola Peninsula, as well as its oil and gas assets, are becoming less and less protected by the ice that used to act as a natural protection. So when I say a securitization of Russia's assets, I mean that Russia has been largely expanding its navy capabilities and aims at creating a sort of toll road by regulating the navigation of foreign ships along the Northern Sea route, which it mostly considers internal waters. So this is really the impacts of Russia's own domestic climate vulnerabilities playing out, because seeing its geography, its Arctic assets threatened by climate change, you also have Russia's Arctic energy infrastructure that is collapsing because of permafrost thaw. So all of this climate vulnerability may lead Russia to feel more vulnerable in the region, where it has arguably been one of the major players, if not the major player, and ultimately to act more aggressively. And there is also uncertainty regarding the potential dual use of the military capabilities that Russia is developing to secure its economic assets, which means we don't always know if these are defensive or offensive. Then at the operational level, climate change also impacts the operating environment and the readiness of Arctic nations' military forces, with some bases that are becoming less and less navigable, with the runways and roads of military bases that are cracking and sinking and at higher risk of flooding, for example, in Canada and Alaska. You have also radar systems like at the Thule Air Base in Greenland, which are under threat because the melting permafrost and the extreme weather are making the sites more difficult to navigate. So it may impede some radars, missile surveillance, and warning capacities in the medium term. And you also have military resources that are strained by a stronger focus on search and rescue operations at sea because of more challenging and dangerous weather conditions and increasing navigation. And finally, it's also an interesting point, but climate change may create new opportunities for hybrid tactics. So for foreign actors to engage in the Arctic and instrumentalize local vulnerabilities. And examples of this range from scientific and climate monitoring facilities established by external actors like China in Iceland or Svalbard, which can serve as a good pretext to establish or strengthen their territorial presence, and can also be dual use and collect all sorts of data. Another example is the increased presence of Chinese fishing fleets in the North American Arctic, because warming waters are, drawing new fish species to the north, which can also take the opportunity to collect data on the territory and carry out reconnaissance activities. So all sorts of challenges in the medium to long term also for Canada to enforce sovereignty on these very vast regions. So as a conclusion, as I said, all of this has direct implications for NATO and its ambitions to develop its presence in the Arctic, because climate change will affect all aspects of NATO's operational policy and doctrine developments. The Arctic is really a case in point of how climate security issues transcend boundaries and challenge national resources. But it's also an opportunity to build on cooperation among Arctic allies and beyond. And so on this sense, the region can serve as the perfect testbed for NATO's growing climate security efforts to advance climate mitigation, adaptation, and awareness, and for the developing activities of the new Center of Excellence on Climate Change and Security in Montreal, which is really a promising platform to help mainstream the integration of climate considerations into military training and exercises, and ensure that interoperability considerations remain at the forefront of any technological and doctrine development related to climate action in the region. Yes, and I will leave it there for now. And thank you for your attention, and I look forward to the discussion. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir tenu le temps et
d'avoir entretenu sur ces impacts donc, qui touchent, qui affectent l'environnement, le contexte sécuritaire et comment s'y adapter. Alors, je vais maintenant passer la parole à Bridget Larocque. Est-ce que vous nous entendez, Bridget? Vous êtes résidente autochtone des territoires du Nord-Ouest. So bon matin, thank you for the invite. And I'm Bridget Larocque I live in Yellowknife right now, but I'm from Nunavik Northwest Territories. So high in the Arctic and close to the Beaufort Sea. And currently a co-lead of the North American Arctic Defense and Security, and also chair of the Northern Advisory Board. So thanks for the invite. Trying to talk about climate issues and threats in the Arctic, mostly from a community-based knowledge holder. I don't look at security from the highest level because we come from such a different positionality with the domination of a state, and then our sovereignty issues are different than our state as well. Can you hear me okay? Yeah. Mm-hmm. Okay, there's a bit of a background noise, so I wasn't sure. So I think for an Indigenous person, and especially for myself, thinking about climate issues and threats are, for me, immensely concentrated on Indigenous people's human rights and our rights as landowners and landholders, our stewardship of the land, and also our responsibility as Indigenous peoples that has been handed down to us through our ancestors and intergenerational knowledge. So our rights are impacted daily at the community level, the state level, and then of course, because of global demand for resources. That always remains a priority. And sometimes these priorities are over above, pardon me, the Indigenous peoples who reside in the specific areas. Resource extraction, current practices, and historic have impacted our lands immensely. So, as indicated by Pauline, there's been a number of issues that that have come to our attention. Concerns with low water levels, sea ice melt, extreme weather patterns, droughts, forest fires, and permafrost thaw. So all of these impact us socially, psychologically, physically, and spiritually, because our land is about our ceremonies, our land is about our lifeways, our traditional knowledge, our traditional ways of being, knowing and doing. It impacts our rites of passage, things that we teach our children at certain stages of their life, then has its ancient history and it's been passed on. However, with changing climate, those practices then are impacted as well for our use of the land, our interaction with our animals, and our seasonal practices. This also impacts our food sources. So when we talk about forest fires, we also have to think about the impacts of not only human security, but our animals, our waters, the land, the berries we harvest, the foods, and our medicines. Our medicines come from the land. So those all are impacted. And our spirituality. We are connected to nature.
We're connected to our land base, our homeland. And if we have to be, what's the word, evacuated, then this really has a psychological impact on us. It affects our mental health. We then suffer from post-traumatic stress disorder when we're having to evacuate, watching our land burn. And then we're concerned about food security, we're concerned about the health of the animals, and also behavioral changes in our animals as well. And we talk about responsibility from land-based spiritual perspective, because this isn't about just management. We don't believe we can manage an animal, but we have to know how the behaviors of the animals are reacting to the impacts that we're having to react to as well. How do we combat this? It takes the whole of state. It takes a circumpolar global initiative, because we are all responsible for the land. We're all responsible for our own behaviors as well. That it's difficult for Indigenous peoples to have a really high level political clout, because the state is interested in their economic prosperity. They're interested in state relations, and they're interested in global demand. So those concerns for a state often overwrite the rights of Indigenous peoples. And that's where the conflict or tensions between Indigenous peoples and the state will arise. We have international instruments and human rights tribunals. However, we're constantly finding ourselves, regardless of where we live throughout the circumpolar Arctic, in the court system against our state. And oftentimes, even though we win a court challenge, the implementation from the state is slow, or the respect of the court orders are minimally regarded. So we're still in a conflict, trying to be good stewards of the land, because this is our homeland. We don't want to be dispossessed, we don't want to be displaced, and we don't want to be uprooted. So these are a lot of the geopolitical triggers that impact us. And it doesn't even touch on gender equality, gender equity, the inclusion of all Indigenous peoples, the population that is at marginalized, at risk, because those are not necessarily the topics of concern from a state perspective or from external actors. Other states, non-Arctic states, interested in Arctic resources, because they're looking at the resource only as a commodity. They don't look at the resource as a spiritual or a cultural interest to the Indigenous peoples. We also have our Indigenous laws, which are extremely, shouldn't be different, but the values and beliefs are different because of the interests that we're all impacted with. So our values of only take what we need, to show gratitude, respect, and to ceremony all that the land is giving us, are not
practices that a state or non-state actors will have with respect to our land. We, also have a lower militaristic interest with the Rangers, but the Rangers as well, they're not militarized to any grave extent, and there they would need the proper physical training, the psychological training as well, because there would be a different mentality of security and other issues. And then there's also the strategic training. What is it that really needs to be of the forefront for the Rangers, and how do they balance all that from an Indigenous perspective? So I'll leave it there. Not sure, I didn't time myself, but I'll leave it there and be open for questions and answers and dialogue. Thank you. Merci beaucoup. Thank you so much, Brigitte Larocque, for your perspective on human rights of Indigenous peoples, health issues, and environmental impacts, and food security, resources, and the way of living of your communities. And in a way, you are calling upon an ethic of responsibility towards the Arctic. So I'm sure there are going to be a lot of questions later on. But for the moment, je vais passer la parole à notre troisième intervenant. Il s'agit du docteur Laurent Borzillot, chercheur postdoctoral ici à l'ENA, coordonnateur de l'équipe éditoriale du Ruchemont. On remercie d'être notre partenaire aujourd'hui. Il est également chercheur associé à l'Université de Montréal, secrétaire général du Forum de défense et de stratégie, chercheur postdoc au réseau d'analyse stratégique, et il possède une expertise en architecture sécuritaire, précisément sur l'Europe et l'Arctique. Alors, son sujet ce matin, vous avez dit qu'on croiserait les enjeux, donc ce matin, il va nous parler de la militarisation actuelle de l'Arctique, ainsi que les questionnements autour de l'impact de la transition de puissance au niveau mondial à l'endroit de la gouvernance en Arctique. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Merci pour la présentation. Patate la main. Juste avant de commencer mon propos, j'espère que je reste très le temps. Je tiens, mais c'est déjà été fait par Stéphane, naturellement l'ENA, nous accueillons ces locaux, mais surtout donc Alexandre pour tout le travail effectué dans la préparation de cet événement. Donc mon propos portera plus spécifiquement en fait sur les menaces actuelles, dont on va faire plus, on pourrait dire, militaires qui pèsent sur l'Arctique, liées à deux évolutions. L'évolution d'une part de la militarisation en Arctique et également une menace liée à la transition de puissance de groupe que l'on connaît au niveau mondial, avec la montée en puissance naturellement de la Chine et l'affaiblissement relatif des États-Unis. Je tiens à préciser que, aussi, que c'est une présentation qui est en lien avec fruit de deux chapitres qui sont complètement qu'on a rédigé avec Stéphane Roussel et Balthazar Stengelid. Donc, je remercie tous les deux également pour le travail et les réflexions qu'on a eues par rapport donc, à ces. Donc, pourquoi je tiens à mettre en avant les menaces et la militarisation de l'Arctique. Si on regarde bien, ça fait quand même maintenant, effectivement, c'est pas nouveau, pas depuis 2022, qu'on assiste à une militarisation donc, dans l'Arctique. Pour ceux qui s'en souviennent, bon, certains membres du programme Personnel d'avenir, je pense qu'ils sont ici, qui étaient beaucoup trop jeunes, je pense, pour s'en souvenir. Mais dès 2007, il y a eu une jolie opération de communication russe, plantage de drapeaux au fond de l'océan pour marquer leur territoire. Également, donc, les investissements militaires faits par la Russie donc, sur sa côte nord.
Donc, on a depuis quand même pas mal d'années maintenant une augmentation de la militarisation donc, sur ce flanc de l'Arctique. Les Russes, quand même, ne sont pas les seuls. On a également aussi les Américains qui, de plus en plus, s'investissent sur cet enjeu-là, militairement, avec la création même en 2015 d'une brigade arctique des forces terrestres. Également, plusieurs divisions aéroportées qui reçoivent un entraînement spécifique pour les opérations en Arctique, désormais. Pareillement à ça, on a aussi des exercices réguliers qui ont lieu aussi bien par la Russie que par les États-Unis lors d'alliés et l'OTAN dans la région de l'Arctique. Le dernier en date, même si là, c'est plus une région sud-arctique, c'est le grand exercice de l'OTAN qui a réuni des mois bien, je crois que c'était 90 000 militaires. Donc, on a quand même une militarisation. Et pour autant, en fait, c'est là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que, en fait, cette militarisation, quand même, est là, elle n'est pas nouvelle. Vraiment, on fait que la guerre en Ukraine a peut-être un peu accéléré, une accélération, mais dans laquelle elle n'est pas nouvelle, elle date depuis un moment. Et puis surtout, en fait, elle surprend, mais en même temps, elle surprend par erreur, dans le sens où le mythe de l'extrémisme arctique a créé une sorte de vision de l'Arctique non militarisé et un lieu qui n'a jamais été enjeu militaire de guerre. Or, dans les faits, si on regarde historiquement ce qu'il en est l'Arctique a toujours été aussi un enjeu militaire. C'est que sur les 30 dernières années, avec la création aussi du mythe réalité, parce qu'on peut parvenir des complètement face aussi une réalité, de l'exceptionnalisme arctique, on a oublié. Si on regarde au XVIIIe siècle, vous aviez déjà des guerres en Arctique. Lors de la guerre de Crimée, donc 1853-1855, entre les Russes et de l'autre côté, les Français et les Britanniques avec le soutien des Ottomans et aussi du Royaume du Timon-Sardaigne, il y avait eu des opérations maritimes vis-à-vis de l'Arctique russe, donc c'est pas à un bon niveau. Lorsque vous avez eu la guerre civile russe, donc après la révolution d'octobre et les combats entre les rouges et les blancs, vous avez eu, ça a été oublié aussi, un débarquement américain en Sibérie, sur les côtes russes, donc qui n'a pas donné lieu à grand-chose, puisque les armées blanches se sont débandées, au final. Ça a été aussi un lieu d'affrontement lors de la Seconde Guerre mondiale, et bien évidemment un lieu d'affrontement donc, pendant la guerre froide. Et donc, ce qui fait que, bien sur ce premier point, en fait, certes, on a une augmentation qui continue de la militarisation de l'Arctique, pour autant, dans les faits, celle-ci n'est pas vraiment nouvelle en soi. Et paradoxalement, ce que vous pourrez laisser induire maintenant le titre de cette présentation, certes, ça représente un risque, mais ce n'est pas vraiment une menace. Dans le sens où on revient malheureusement à ce qu'on avait connu à l'époque de la guerre froide, mais on n'a pas vraiment un changement complet de la situation en Arctique et une menace qui aurait explosé par rapport à une situation antérieure. Le deuxième point sur lequel je voulais aborder cette présentation, c'est est-ce que à côté de ce phénomène de militarisation, est-ce que la transition de puissance auquel on assiste au niveau à l'échelle du globe, surtout la montée en puissance de la Chine, montée qui elle-même en même temps un petit peu à, on va dire, je ne vais pas dire stagner, mais encore ralenti, militairement, ça continue d'augmenter, mais économiquement, la puissance chinoise aussi commence à souffrir. Et en fait, le deuxième point de présentation, c'est est-ce que cette transition représente une menace ou pas pour l'Arctique? Et est-ce que ça pourrait amener donc un risque plus important pour l'Arctique? Là encore, en fait, paradoxalement, les écrits qu'on a fait avec Balthazar et Stéphane, c'était plutôt que, en reprenant une vieille théorie de relation internationale, qui est la théorie de transition de puissance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas véritablement de menace, dans le sens où, en fait, si on regarde l'analyse de l'Arctique à partir de cette théorie, le vrai hégémon en Arctique, qui a toujours été l'hégémon depuis maintenant plusieurs décennies, on le veuille ou non, c'est la Russie. C'est la Russie parce que c'est eux qui sont, avec Jack Russe de Code, c'est eux qui ont le plus de postes gaz, c'est eux qui ont le plus d'installations militaires. Ça n'a jamais été les États-Unis, même si les États-Unis sont l'hégémon, ont été l'hégémon au niveau global. Au niveau régional, ça a toujours été la Russie. Et en fait, quand on regarde le comportement de la Russie, en Arctique en tout cas, pas au-delà, en Arctique,
Alors, c'est un hégémon qui est assez satisfait quand même de l'ordre international en Arctique, parce que les règles de l'ordre international en Arctique favorisent un petit peu les intérêts russes. Donc, il n'y a pas tellement besoin pour les Russes de bousculer l'ordre international en Arctique, parce que il lui permet déjà de s'imposer assez facilement comme étant l'hégémon, soit les conventions liées aux plateaux continentaux, aux revendications maritimes, etc. Donc pour la Russie, certes, on a une militarisation, mais dans les faits, elle ne remet pas vraiment en question. Vous n'allez pas avoir un débarquement de troupes russes sur l'île canadienne, qui ne sait quoi, de ce genre. Donc en fait, la Russie, contrairement, même si on a un affaiblissement américain, n'est pas une menace. Le vrai challenger, de cette manière, c'est la Chine en Arctique, qui s'impose de plus en plus, qui a développé une doctrine de l'État quasi-arctique depuis maintenant un peu moins d'une dizaine d'années. Pour autant, même l'Arctique, même la Chine en Arctique, en fait, contrairement encore une fois son comportement en mer de Chine, à Taïwan, de la même manière que la Russie ne respecte pas le droit international en Ukraine, en Arctique, en fait, la Chine est très contente en fait, de l'ordre international qu'il a, puisque l'émission que fait la Chine depuis maintenant plusieurs années en Arctique se base sur le droit international. En fait, à plusieurs reprises, les Chinois en appellent justement à des règles internationales, règles juridiques sur justement la navigation dans le droit international, dans l'océan, etc. Donc, on ne joue pas du tout une position de on va faire une expédition militaire, on va conquérir une île, on va planter un drapeau, etc. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il n'y a pas des menaces liées donc, justement au pillage, par exemple, de ressources, de ressources halieutiques, liées aux poissons, etc. Mais militairement, il n'y a pas véritablement de menaces de la part de la Chine. Et ce qui fait que, pour revenir donc, sur ces deux aspects, en fait, on y réfléchit. Encore une fois, malgré les tensions qu'ils peuvent avoir, malgré aussi le fait qu'on s'écarte un petit peu de la vision idyllique de l'Arctique qu'on avait les 30 dernières années sur une vision donc, de l'exceptionnalisme arctique et le fait que l'Arctique n'est pas touché par ces enjeux, concrètement, il n'y a pas véritablement de menaces posées donc, sur les deux points que j'ai mentionnés. Et même depuis février dernier, petit à petit, le Conseil de l'Arctique commence un niveau de travail à échanger. Donc on voit qu'on est sur un retour et un article qui reste un petit peu à l'écart, en fait, une véritable zone de tension qui serait en expansion. Et bon, je pense que je suis presque tout bon pour arriver, donc je vais conclure là-dessus. En fait, pour finir un peu sur une vision un petit peu peut-être plus alarmiste, moins sur le précédent, la vraie menace, je dirais personnellement, sur l'Arctique, elle n'est pas liée à la Russie, elle n'est pas liée à la Chine, pas comme menace militaire, notamment du type conquête, invasion, etc. Il y a les autres menaces qui ont été évoquées par les autres intervenants, notamment militaires, à mon sens, sur le point de vue évoqué n'a pas. La vraie menace, par contre, pourrait se poser surtout en termes de menace pour la souveraineté juridique du Canada. Je dirais que ce serait plutôt s'il y a une administration ayant une absence totale de rationalité au sud de la frontière de traduction, s'il y aurait par exemple une deuxième administration de Donald Trump, et si par exemple on a à nouveau des épisodes de type ballon espion, ou par exemple si jamais est médiatisé le fait qu'il y a des sous-marins qui ne sont pas canadiens ou américains qui se baladent en Arctique, pour l'instant, le Canada a une approche, parce que c'est un peu plus en parler par rapport à ça, une approche de on ne peut pas trop savoir, parce que au moins ça évite de se poser la question. Mais si jamais, par exemple, il y avait à nouveau donc, des épisodes type ballon espion, ou encore une fois un navire militaire chinois ou russe qui se baladerait en Arctique et dans des eaux qui ne sont pas russes, si c'est un navire russe, il y aurait un risque peut-être de réaction irrationnelle de la part des Américains, surtout sous une administration trumpiste avec un congrès à la main de Trump, puisque c'est ça le vrai risque, en fait, où on pourrait avoir un comportement du type assez semblable, parce qu'il y avait eu lors de la précédence de on veut acheter le Groenland, là, ça serait on veut créer une base sur une île canadienne, et c'est nous qui allons contrôler qui rentre et qui passe par le passage du Nord-Ouest, parce qu'en fait, le Canada. La vraie menace, je dirais, plutôt là. Ça peut paraître hypothétique, mais en même temps, quand on regarde les dernières menaces ces dernières années,
dans les vraies tensions, guerre pendant une dernière année. À l'époque, en 2016, la possibilité que la Russie envahisse l'Ukraine est considérée comme hypothétique. 5 ans plus tôt, la possibilité que le Brexit ait lieu était considérée comme hypothétique. Donc, on ne peut pas écarter quand même cette option. J'espère que ce sera le cas, mais encore une fois, je dirais que c'est la menace principale, surtout si encore une fois on a une administration donc, forte mais rationnelle au sud de la frontière. Je termine ici. Merci d'avoir presque respecté le temps. C'est pas Et pour ce propos globalement rassurant jusqu'aux 2 tiers. Alors c'est vrai que grâce à cette présentation, on a eu un rappel historique, en tout cas dans la profondeur du temps, mais qui est connecté avec les enjeux actuels, des forces en présence, notamment des intérêts russes, qui s'en sortent plutôt bien en Arctique, le Canada, l'éviction croissante de la Chine et l'appel à décentrer le regard, à regarder non seulement à l'Est, mais aussi au Sud. Merci Laurent Bordillot. On va s'interroger pour voir si c'est la même vision qu'à Affaires mondiales Canada. À côté de moi, Éric Laforte, directeur exécutif des relations de sécurité et de défense, donc à Affaires mondiales Canada, le ministère de l'Affaires étrangères du Canada, qui a occupé plusieurs postes, je ne vais pas tout dérouler, mais notamment celui de conseiller et chef de la section politique au sein de la délégation conjointe du Canada à l'OTAN, en Belgique. Et précédant son titre actuel, il fut aussi conseiller à l'ambassade du Canada aux États-Unis, justement, de 2021 à 2023. Alors, Monsieur Laporte, vous allez nous parler des défis sécuritaires, mais aussi de la coopération dans l'Arctique, selon la perspective d'Affaires mondiales Canada. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Il y a toujours un défi de passer en dernier, plusieurs fois on fait pris. Mais en même temps, il y a c'est quand même utile, je pense, de répéter certains termes, Victor Brackley ou les termes du Canada. Encore une fois, merci d'être ici. Cette conférence intervient à un moment où l'Arctique subit des changements importants sous l'effet d'une modification rapide du climat, ça on en a déjà discuté, et d'une nouvelle concurrence stratégique qui s'éloue dans l'Arctique, comme d'autres régions. Le Canada, deuxième pays le plus grand par sa sécurité en Arctique, est également le premier pays parmi les alliés de l'OTAN en Arctique. Nous partageons avec les autres pays de l'Arctique une responsabilité particulière à l'égard de la région et de ses habitants et de son environnement unique et extrêmement sensible. Cependant, le seul État arctique non allié et aussi le plus grand représente à ce stade une des plus grandes menaces pour la paix et la sécurité internationale. Les conséquences de la guerre d'agression de la Russie ne se limitent pas à l'Ukraine, ni même à l'Europe continentale, mais s'étendent à l'ensemble du globe. Ce que je veux dire, en ce qui concerne les concurrents et les adversaires, la Russie reste la menace militaire la plus sérieuse pour la région. On en a parlé un peu déjà. Malgré les difficultés rencontrées sur le champ de bataille en Ukraine, la plupart des capacités russes de haut niveau dans l'Arctique, telles que les sous-marins nucléaires, restent largement intactes. Compte tenu de l'importance stratégique que la Russie accorde à cette région, c'est une question d'identité pour eux également, comme c'est au Canada. Et à ces approches septentrionales, nous pouvons nous attendre à ce qu'elle continue à donner la priorité à ses capacités de défense et son architecture de sécurité dans ces zones arctiques. Nous comprenons bien que la Russie a des droits souverains dans l'Arctique et nombre de ses activités de défense et de gendarmerie doivent être comprises dans cette activité. Les capacités militaires de la Russie en Europe soutiennent également les efforts de Moscou pour développer la route maritime nord et exploiter les ressources naturelles. Et les objectifs complètement légitimes. Cela étant dit, la poursuite de renforcement militaire, des essais d'armes, de l'espionnage et des activités qu'on dirait below the threshold dans le Grand Nord demeurent profondément. En outre, l'affaiblissement général de ces forces conventionnelles de la guerre en Ukraine conduit, au moins sur le plan rhétorique, à une plus grande dépendance à l'égard de la dissuasion nucléaire. Une grande partie de ces capacités nucléaires, on le sait, sont basées dans la Russie
cherche évidemment à compenser ou à minimiser les restrictions que le Canada et ses alliés ont imposées à l'économie russe, en recherchant des investissements supplémentaires auprès de d'autres États, notamment la Chine, dont on voit aujourd'hui, le président Poutine est obligé de faire l'étranger. La Chine, pour sa part, pourrait chercher à traduire ces lignes de vie économique vers la Russie à une présence, une collaboration accrue dans la sphère de la sécurité. Les ambitions de la Chine dans l'Arctique reflètent son engagement croissant dans la gouvernance mondiale de manière plus générale. Et nous prenons note des ambitions arctiques de la Chine, exposées dans son livre Blanc de 2018 sur l'Arctique, et donc de son plan de développement de nouveau que ce soit polaire à travers l'Arctique dans le contexte du BRI, Belt and Road Initiative. Le Canada considère l'engagement et les ambitions de la Chine dans l'Arctique sous l'angle d'une politique étrangère de plus en plus affirmée. La Chine a donné priorité à l'accroissement de ses capacités de recherche en construisant des stations de recherche, des navires, des brise-glaces, et elle continue à chercher à réaliser des percées économiques dans la région, notamment en ce qui concerne les minéraux et les ressources. Le Canada et ses alliés de l'Arctique partent du principe que les activités économiques et de recherche de la Chine en Arctique ont tout souvent des finalités, double finalité, dual civil. L'objectif global étant de promouvoir ses intérêts stratégiques dans la région. Nous sommes donc très attentifs aux activités de la Chine dans l'ensemble de la région. En outre, la Chine est sans aucun doute très attentive à la réponse de l'Occident à l'agression de la Russie et la manière dont elle pourrait être en tirer parti pour accroître l'influence de la Chine dans l'Asie. La collaboration militaire continue et croissante entre la Chine et la Russie, bien que limitée dans l'Arctique pour le moment, pose quand même des défis de sécurité de l'intérêt du Canada et de ses alliés. Par exemple, les exercices maritimes conjoints auxquels ont participé les navires de guerre russes et chinois dans la mer de Bering ou large de l'Alaska ces dernières années, et l'accord sur les gardes côtières garde-côtes entre la Russie et la Chine en été 2023, témoigne d'une collaboration croissante qui s'étend vers le Nord. Également, on a parlé un peu déjà de la question du ballon chinois. Donc, il y a là aussi un manque de respect supplémentaire de certains pays. Voilà. Là, pourtant, j'ai parlé maintenant de l'environnement stratégique, mais ce n'est pas la menace la plus importante qui pèse sur la région. On a déjà discuté au début, c'est la question du changement climatique. Les Canadiens, en particulier les peuples et les communautés du Nord, sont parfaitement conscients des effets dévastateurs du changement climatique. Ces changements créent de nouvelles opportunités dans les domaines de transport, l'exportation des ressources et les connectivités entre les peuples. Mais ils capturent également massivement la vie quotidienne en raison de ses effets sur les infrastructures communautaires, l'environnement public, les glaces et les conditions météorologiques, ainsi que les systèmes écologiques qui assurent la subsistance des populations depuis des millénaires. À cet égard, et en tant que nation nord et de l'Arctique, le Canada est fier d'être pays hôte des nations cadres du Climate Change and Security Center, Center of Excellence, qui est basé à Montréal, qui a ouvert ses portes en octobre 2023 et est soutenu par 12 pays par le 20 octobre. Le CASTO, le Climate Change and Security Center of Excellence, offre une plateforme unique aux acteurs militaires et civils pour développer, améliorer et partager les connaissances sur les impacts du changement climatique et de la sécurité, et pour développer des moyens et des meilleures pratiques pour répondre à ces buts. Je vais parler un peu maintenant de collaboration dans le contexte de l'Arctique nord-américain. Pour faire face à cet environnement changeant, le Canada s'est engagé à renforcer ses capacités de connaissance du domaine, de surveillance et de contrôle dans l'Arctique, à travailler en étroite collaboration avec ses alliés et partenaires sur les questions relatives à l'Arctique et à renforcer l'ordre international fondé par les règles. This starts at home, where Canada's Arctic and Northern Policy Framework, developed in 2017 and co-developed by Northerners, provides an integrated domestic and international policy to guide government Canada activities and investments in the Canadian circumpolar Arctic with a horizon to 2030.
The ANPF positions Canada to shape international responses to new challenges and opportunities that are in order to regions while protecting the fragile Arctic environment. I'm sure you'll have seen recently that Canada unveiled its updated national defense policy by North Stream, which announced a number of particular. The updated defense policy complements Canada's overall international engagement from diplomacy to development, trade, and investment. It reinforces Canada's objective of supporting sustainable peace and security and is consistent with Canada's foreign policy, including its third national action plan on women and security, and it bolstered Canada's diplomacy together too. I won't go into all the new capabilities that were announced as part of that initiative, but there are a number that are particularly important for the Arctic. Northern Operational Support Hubs, the acquisition of new maritime patrol aircraft, early warning aircraft, requiring speculative defense, Shepherd satellite communication station in the Arctic, requiring the adaptive vehicle and renewed expansion of our submarine. For example, these initiatives will benefit our allies and partners in our shared effort to ensure that the region remains stable and predictable and anchored in our world basin. Beyond our borders, the Canada U.S. articulation is essential to North American security, greatly valued by Canada. Canada and the U.S. share similar values and objectives, policy approaches in the regions. Operation Air Coast collaboration continuously and certainly not exclusively demonstrated through collaborative scientific research, military operation exercise, and search. I quickly want to touch base on the European Arctic. Given the increased interest in the Arctic globally, notified the North broadly defined as an area of growing interest to NATO. Interest amplified, obviously, by both climate change and the current state of relations with Russia, but also by Finland and Sweden's accession to the alliance. From a defense and security perspective, we can distinguish two distinct subregions in the Arctic. There may be more, but two for this purposes that are defended by Arctic allies. This distinction is important in command terms, but also because the two regions have very different characteristics. I've already touched on the responsibility Canada and the US have, including through NORAD, specifically the North American Arctic. But NATO's interest primarily lie in the security of the European kind, the region within and immediately adjacent to Cyprus AOR, area of responsibility. Geographically, the European High North comprises Greenland, North Atlantic, the GIUK gap, the Norwegian Sea, and of course, Northern Territory with Europe. Threat picture there differs between the two subregions. For example, despite occasional probing by Russian strategic bombers or Chinese surveillance balloons in North America's Arctic is relatively insulated from persistent adversarial activities emanating from northern latitudes. The high north, in comparison, risks progressively and potentially rapidly becoming a more competitive space militarily. This is due primarily to the proximity to Russia and the strategic importance that that country places on the region. With 7 of the 8 Arctic states now members of NATO, the alliance has a wealth of knowledge and expertise at its disposal. Canada's view is that NATO's Arctic allies should continue to play the leading role in the Arctic, and at NATO, in the Arctic and at NATO on Arctic-related companies. This is consistent with NATO's longstanding practice of working with allies to assume the roles of narrow perspective. NATO must have the ability to undertake operations throughout NATO areas of responsibility. So this also includes realistic high north, hence the Norwegian interest to look at the Arctic. As such, Canada supports efforts to improve coordination between like-minded Arctic states to build NATO's understanding of the evolving security situation and to enhance alliance cold weather capabilities. In conclusion, I would say that Canada intends to continue playing a leadership role in the Arctic across diplomatic, military, economic, scientific development spheres. We'll continue to prioritize the region both domestically and internationally alongside Northerners, Inuit and Indigenous peoples through collaboration with our close allies and partners and others who share commitment to peaceful and stable Arctic work. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Laporte, pour cette analyse de l'environnement stratégique. Vous avez rappelé la menace que représente la Russie si elle outrepasse ses droits dans l'Arctique. Mais c'est vrai que son comportement en Ukraine n'atténue pas la perception de cette menace, le moins qu'on puisse dire. Et puis, vous avez parlé des percées économiques de la Chine dans la région pour accroître sa présence, son influence et des défis de sécurité que ça pose au Canada et à ses alliés
Vous avez également évoqué les effets du changement climatique qui sont générateurs d'opportunités et de menaces. Donc, vous avez bien équilibré les choses et donc vous nous avez donné la perspective d'affaires mondiales Canada. Alors, merci beaucoup à nos 4 panélistes. Et nous passons maintenant à la partie discussion et échange. Je vais demander aux panélistes en ligne de reconnecter leur caméra. Pauline, Brigitte, vous voulez bien. Donc, nous avons abordé principalement les enjeux climatiques et les menaces. Avant de passer la parole à la salle pour une série de questions, ce que je remarque, c'est qu'on a fait beaucoup de constats et qu'on pourrait éventuellement formuler quelques recommandations, quelques solutions. Alors, des solutions pour à la fois préserver cet environnement fragile, pour le bien-être des populations locales, pour la sécurisation des intérêts stratégiques canadiens et transatlantiques, et aussi, d'ailleurs, comme c'est une zone de commerce international, la sécurisation du commerce international, qui est un enjeu important du droit international, l'atténuation aussi des effets néfastes de ce surcroît d'activité économique, l'impact que ça peut avoir sur la population et sur l'environnement. Donc, en fait, c'est une équation assez difficile quand on remet tous ces facteurs en ligne, alignés. Donc, j'ai bien conscience que ce n'est pas une question facile, mais si chacun d'entre vous, chacune et chacun, pouvait formuler peut-être une solution, une recommandation à destination des acteurs publics, puisqu'on est ici à l'ENAP aussi et que la recherche est tournée vers aussi la formulation de recommandations aux décideurs. Donc, qui souhaite se lancer en premier? Juste après, monsieur, les questions ou les interventions. Merci. Je m'adresse d'abord aux intervenants et je sens que Pauline a des choses à nous dire de ce point de vue-là. Oui, bah, effectivement, c'est une très bonne question et très vaste, comme ça a été souligné. C'est la question en fait, et ça dépend. Ben oui, comme vous l'avez dit, il faut prendre en compte énormément de différentes tendances qui s'intersectent. Je suis pas sûre que ça se dise en français, mais qui sont entrecroisées et qui se renforcent mutuellement, et des risques qui se renforcent mutuellement. Euh, on parle de polycrise, pas que dans l'Arctique, mais on parle de polycrise quand on parle de changement climatique, et dans l'Arctique, c'est un peu le case in point de ça. Pour ce qui est des recommandations, mais bien sûr que ça. Après, on a parlé aussi de l'évaluation des menaces et de ce qui est le plus une menace ou non. On a un peu. Bon, il y a pas de divergence fondamentale dans ce qui a été dit. Effectivement, je pense, et ça a été dit aussi par les autres intervenants, de ce que j'ai compris, que la menace climatique était, si ce n'est la plus importante, en tout cas celle qui renforce, qui participe à renforcer les autres menaces qui proviennent d'acteurs dans la région. Et puis pour ce qui est des menaces de la Russie, de la Chine et puis d'autres acteurs euh, étatiques ou non étatiques, bah, ça reste, oui, on est sur du constat effectivement, et puis le reste des prédictions, donc avec les risques afférents, le risque de se tromper. Mais comme ça a été dit aussi, l'Ukraine a montré que rien n'était impossible et qu'il fallait se préparer à tout. Maintenant, pour ce qui est des recommandations, ben oui, ça dépend aussi de si on parle long terme, court terme, et puis encore une fois, du fait que l'Arctique n'est pas un monolithe, mais qu'il y a vraiment des risques et des menaces différents, si on parle de l'Arctique européen ou de l'Arctique canadien ou américain, donc enfin états-unien. Donc les recommandations aussi diffèrent et les priorités diffèrent en fonction de ces considérations-là. Je pense que ben, comme on est là pour parler de l'OTAN et de NORAD, je pense, bon, pour l'OTAN, il y a beaucoup de travail c'est difficile de prioriser, je pense. Il y a un champ et l'OTAN est déjà à l'ouvrage, mais il y a un champ d'action qui est vraiment très grand, notamment parce qu'il n'y a pas encore de, de stratégie arctique de l'OTAN ou de politique arctique de l'OTAN. Et non seulement les États membres de l'OTAN ne sont pas tous d'accord sur la nécessité et
d'établir une telle stratégie ou politique et sur les risques qui correspondraient à cette création. Mais les experts ou les académiques aussi ne sont pas tous en accord avec cette nécessité et les avis divergent. Donc, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est nécessaire de se positionner pour l'OTAN. Après, je suis aussi tout à fait euh, consciente de la difficulté de le faire puisque on parle de tout se fait par consensus. Donc voilà, les priorités et les appréhensions de chaque pays arctique et non arctique au sein de l'OTAN ralentissent en tout cas ce processus. Je pense que qu'il est nécessaire pour l'OTAN au moins de venir avec un court document euh, pour pour définir son identité arctique et dire qui l'OTAN est dans l'Arctique, ses ambitions, et ça fait jouer un rôle ce document jouerait un rôle de signaling, comme je sais pas bien comment ça se traduit, mais voilà, c'est aussi de la communication stratégique de faire ça, non seulement pour mettre les États membres en accord entre eux, mais aussi pour signaler à l'extérieur ce que sont les ambitions de l'OTAN en Arctique, le risque de continuer les exercices de l'OTAN qui sont en train de se multiplier, et c'est nécessaire dans les territoires arctiques, c'est nécessaire pour se préparer, anticiper. Le risque de le faire sans que ce soit développé dans le cadre d'une stratégie, c'est le risque de mauvaise compréhension ou mauvaise interprétation. Après, ces mauvaises interprétations peuvent évidemment aussi exister avec la présence d'une stratégie, mais au moins on évite un peu, on amoindrit un peu le risque. Pour ce qui est ensuite, je sais pas, je veux pas prendre trop de temps j'ai l'impression d'avoir déjà parlé beaucoup. Je pourrais revenir, en fait, comme vous voulez, je peux aussi parler maintenant des, des, des priorités pour vraiment le changement climatique en lui-même, mais je pourrais aussi y revenir plus tard, comme vous voulez. D'accord. On y reviendra peut-être lors de la période des questions du public. Je suis sûr que ça va revenir. Tout à fait. Merci. Donc, j'ai entendu se préparer, anticiper, développer des stratégies, se concerter. Enfin, c'est vrai que ce sont des mots-clés très importants. Bridget Larocque, do you hear me? Yes, yes, I do. I don't know if you get the question. My question was, are there solutions you identify for the well-being of Arctic populations? And do you want to share other solutions for sustainable development in the region? Those are huge questions. So I'll start with some historical then still relevant concerns with respect to inclusion with solution. So we've been saying for a very, very long time that Indigenous peoples have to be at the table, have to be consulted. And with this, we mean big C consultation, that the Indigenous peoples have to be a part of the conversation. The concept of nothing about us without us is that our voices have to be heard. And this isn't just from the leadership of Indigenous organizations. It has to be from the community people, what they're concerned with, because sometimes the leadership issues are separate from the community interest. If the Indigenous leadership is concerned about the health of their organization, which may not be the same as the health of the community, then there's that conflict, there's that tension. So when you're wanting to know the concerns of the Indigenous peoples, you have to speak and have a conversation with the Indigenous peoples.
And then we talk about partnerships, and a better term, I guess, we hear more often is allyship. However, those have to be defined. What does that mean? And how long are these partnerships going to last? A partnership for the Indigenous peoples is lifelong. It's not just a one-off. It's just not a project-based partnership. And if it is, then that clearly has to be understood, because even when we think about research, that's the same problem we have, that the researchers too often come to the North or the Arctic and do their project and leave, and we have no information back about the findings or how some of these findings may be implemented. And especially when research is policy based, then we need to know what were the results, what were the findings, and how does this impact us at the community level. We have huge concerns with data collection, data sovereignty, and data analysis. How does that impact community again? And especially the more marginalized, for lack of a better word, right now, where or the silenced or the ignored. So how does Indigenous data impact women, children, youth, gender, and here I'm talking about the LGBTQ plus community as well. So from an Indigenous perspective, we don't normally separate ourselves in those definitions, those statuses. We look at our community from a holistic perspective, and that's our whole worldview, is everything is connected. So we need to know holistically how things impact community. For us to make decisions as well, we need to know the information. We have to have the information in front of us. We have to think about the impacts. We have to think about how it's going to be relevant for our thinking, for the community needs, and that this relevance really develops into longer term strategies that the community can look at, that can refer back to, and it's tangible, that they can work with it. We talked about the Arctic Council with 7 NATO states. And you talk about the diplomacy and scientific research and engagement with Indigenous peoples. So how do we make sure that that is a practice that is ongoing, that is meaningful? Because too often, as indicated earlier, state interests are not the same as Indigenous peoples' interests. So we need to make sure that when we're talking about partnerships, engagement, collaboration, that we're working off the same definition, that we understand what these terms mean for us and why they're important for us. And then we have to also consider what we're going to do when tension arises and when there is conflict. We have a lot of infrastructure
throughout the circumpolar Arctic that we as Indigenous people have not been engaged with. Yet we have a huge population that, why are we not skilled up to be a part of the surveillance? Why are we not skilled up to be a part of the manufacturers of this infrastructure? So there's a lot of lost engagement with respect to capacity building, human capacity, and once again, the human rights of Indigenous peoples. So to me, there's a concern with conversation, with dialogue, with the state being concentrating on this engagement framework they have with Indigenous peoples. So I'll leave it at that. Merci, merci beaucoup. Donc, vous nous avez rappelé l'importance de l'inclusion, du dialogue, de la consultation, de la compréhension commune des enjeux, de l'engagement et de leadership des communautés qui sont bien placées pour connaître les enjeux et agir. Vous nous avez rappelé aussi l'importance d'une vision à long terme et de la recherche. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. À présent, je me tourne vers les deux personnes à ma droite. Est-ce que vous souhaitez aussi partager avec nous? Certainement, merci pour la question. Je n'ai pas de solution magique, mais je pense que j'ai regardé le tout d'une approche globale dans le développement de toute politique, n'importe laquelle, concernant l'Arctique. La question de consultation, concertation avec d'intervenants impliqués, je pense, c'est clé. Que ce soit dans les questions internationales de sécurité, que ce soit au niveau national, sous-national ou en termes de la communauté. Et je pense que c'est difficile à faire, on n'est pas toujours parfait, ça devient compliqué assez rapidement. Mais je pense qu'il y a quand même des exemples qui sont utiles à regarder, et ça, je retourne à l'Arctic Northern Policy Framework qui a été développé en 2017. La politique canadienne qui a été développée conjointement avec les peuples du Nord, qui regardent son développement et son implémentation. Bon, c'est pas parfait, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et ça, c'est consultation sur les choses comme les menaces, des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et les risques. Et je pense que dans tous les cas, il faut regarder ou être prêt à regarder toute éventualité. Donc, parce que le monde change et les choses qu'on fait sont également en train de changer. On peut aller dans des questions comme le changement climatique, le positionnement géostratégique de certains adversaires ou partenaires même. Donc, ça, généralement, c'est la consultation d'observation. Un point rapide sur ce que Pauline avait parlé de l'OTAN, une politique de l'OTAN vers l'Arctique en termes de signaling. Donc, c'est intéressant. Je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de discussions au sein de l'OTAN sur les questions arctiques, mais dans le contexte de l'Arctique européen. Ça, c'est la zone de Sakura. Je pense qu'une des difficultés qu'on approche à avoir une politique déclaratoire de l'Arctique, de l'OTAN sur l'Arctique à l'externe, ça risque vraiment de mettre le drapeau rouge devant le taureau russe. Donc, c'est une des raisons pourquoi on n'en parle pas activement de ce côté-là. Mais juste pour assurer, il y a vraiment une discussion quand même assez importante sur un petit peu en termes de qualité, comment est-ce qu'on défend l'Arctique européen. Donc, ça, c'est un discours qui est très actuel. Et j'espère qu'on abordera aussi cette question davantage au cours de la journée d'études. Donc, pour intervenir brièvement aussi, je passe la parole à Laurent et ensuite, ce sera à vous de poser vos questions. Merci, madame. Je vais faire très bref, puis ça, je vais poser plus de questions. Dans ma formation à la base, c'est très difficile qu'est-ce qui peut être comme recommandation.
De manière assez basique, je dirais investir plus dans l'Arctique, tout simplement. Ça va être la redondance plus. Dans le sens où il y a besoin énormément de meilleures connaissances. Enfin, il y a une nouvelle politique de défense, une mise à jour de la défense qui a été publiée il y a à peu près un mois, ça va dans ce sens, mais je pense qu'il faudrait faire plus, surtout, je dirais, pour ce qui est des infrastructures mobiles. Il parlait par exemple de l'application de l'OTAN par rapport à travers les exercices. Pour que ça fonctionne, il faut plus d'investissement, y compris vis-à-vis par exemple des rangers ou des communautés autochtones, pour que si exercice de l'OTAN il y a lieu dans ces endroits-là, ben, il y ait les équipements pour et les infrastructures pour déjà les communautés autochtones. On ne peut pas débarquer avec un drapeau ukrainien à plusieurs milliers de soldats, que ce soit un exercice terrestre, aérien ou maritime, dans le Grand Nord ou en Arctique, sachant qu'on est déjà avec des communautés autochtones qui sont en difficulté pour ce qui est justement dans les sources. C'est un point aussi à prendre en compte, je pense, en termes d'investissement, de l'aspect purement du maritime. Alors, c'est à vous. Je sais que nous avons dans la salle plusieurs personnes qui s'intéressent de près à ces questions, notamment une chercheuse qui fait partie des personnalités de l'avenir, Maguette. Il y a certainement plus de questions. Je vais prendre justement plusieurs questions à la suite, s'il vous plaît. Donc, on va commencer. Allez, par vous, monsieur. Alors, sur une note très positive, Oui. entre les interactions entre la marine marchande et l'OTAN, on note que tous les pays limitrophes avec le Nord, l'Arctique, sont des pays membres de l'OTAN, sauf la Russie. Et avec la fonte des glaces, il y a 3 passages qui relient l'Atlantique au Pacifique. Un est impraticable, la route transpolaire, à moins d'être un brise-glace. L'autre, c'est au nord-ouest, au Canada, avec l'Alaska et tout ça. Et vous avez le passage de l'Est qui a attiré l'attention ces temps-ci, puisque la Russie vient d'annoncer que la glace polaire est suffisamment consolidée qu'on peut utiliser le passage pour la marine marchande sans être de brise-glace. Alors, je me demandais, puisqu'il y a une économie de carburant et de temps de 12 jours pour les navires et que la situation au Moyen-Orient et dans la zone du canal de Suez, puis aussi le canal de Panama qui est très, très achalandé, on peut utiliser ce passage-là. Comment est-ce que l'OTAN pourrait nous aider à s'assurer que les navires marchands de gros tonnage qui vont comme sauver sur le plan écologique du carburant et de la pollution, puis sauver une économie de temps incroyable de transporter vers l'Asie des marchandises à partir du nord de l'Europe et tout ça, sans passer par le canal de Suez, comment est-ce que l'OTAN pourrait nous aider à sécuriser la route, s'assurer que les navires marchands puissent passer, mais peut-être que je ne connais pas la distance exacte de la glace fondue, mais on passe quand même près de la Russie. Alors, comment est-ce qu'on oublie la question des conflits stratégiques? On peut s'entendre sur quelque chose où, au niveau commercial, on peut utiliser la route. C'est ma question. Est-ce que votre question est intéressée vous-même vous travaillez dans ce domaine-là? Je le sens un peu peut-être. Alors, je vais passer la parole à Magali. Ouais, moi, c'est plus une petite réponse en lien avec le berger du sol, sachant que 80% du territoire de la Russie, 80% des infrastructures russes sont construites sur du berger du sol, et que l'accélération qui nous c'est déjà va vraiment poser un risque phénoménal pour la Russie dans les années à venir. Il y a un chiffre du ministère de ressources naturelles russes de 2021 qui chiffre à 25% du budget fédéral de la Russie pour maintenir à flot les infrastructures civiles, qui sont basées sur le tableau de sol. Comment, selon vous, la Russie pourrait continuer sa modernisation, ses bases militaires, de sa militarisation, et en même temps expliquer ces infrastructures, sachant que Yakutsk, qui est en subarctique, c'est pas une 300 000 habitants, donc ça va être un énorme souci. Et moi, ma position, c'est qu'au bout d'un moment, la Russie ne va pas pouvoir tout faire. Et bien qu'on parle beaucoup de guerre, de militarisation, mais il y a un moment donné où les États vont être rattrapés par le changement climatique. Vous demandez quelque chose vous avis là-dessus. Merci. Y a-t-il une autre question?
Justin Massy. Oui, donc on fait souvent la distinction entre le Grand Nord et l'Arctique canadien. C'est-à-dire ces régions arctiques-là. Moi, j'aimerais savoir, quel genre de capacité le Canada doit développer qui serait spécifique à l'Arctique canadien et non pas au Grand Nord? Ou est-ce qu'il n'y a pas ici une distinction peut-être arbitraire qu'on fait géographiquement et qui n'impliquerait pas réellement un changement de posture de défense canadienne? C'est-à-dire que ce qu'on devrait acquérir et dans quoi on devrait investir pour intervenir dans le Grand Nord canadien, dans le Grand Nord, pardon, l'Arctique européen, serait essentiellement les mêmes capacités que ce dont on aurait besoin de l'Arctique canadien. C'est peut-être que ce faisant, l'un n'exclut pas nécessairement l'autre, une politique de défense. Et là, je ne parle pas des populations locales, là, bien sûr, mais de politique de défense. Je me tourne vers nos intervenants pour savoir qui souhaite répondre à la première question sur l'interaction avec la marine marchande et l'OTAN, l'économie de temps et d'argent pour traverser donc cet espace et sécuriser la route donc maritime. Peut-être dire un mot rapide. Volontiers. Je pense que effectivement, c'est une question qui peut se poser et qui est intéressante du rôle que l'OTAN peut jouer en termes de sécurisation des navires. C'est pas nécessairement, à ma connaissance, celle qui est la plus au devant des discussions sur le rôle de l'OTAN en Arctique, puisqu'on est plus sur des discussions sur un rôle défensif et réactif au développement qui sont déjà à l'œuvre, notamment en Russie, sur la militarisation. Donc sur ce qui est la soft security et c'est ça la sécurisation en mer, on est moins sur ça, puis c'est plus des prérogatives presque pour l'instant qui ont été dans les discussions nationales, infra-étatiques. Et puis ce qui prend le plus de place, c'est la sécurisation en mer, mais sur le sauvetage en fait des missions qui sont déjà qui existent déjà et qui sont déjà nécessaires, comme les missions scientifiques, voilà, toutes les missions commerciales aussi, touristiques. Enfin, ce sont déjà euh, des types de navigation qui font face à des risques sécuritaires dans leur navigation en raison des conditions climatiques extrêmes et de plus en plus extrêmes pour ce qui est de la navigation en Arctique. Maintenant, pour ce qui est du commerce et du passage des bateaux à lourd tonnage sur les routes qui sont pour l'instant hypothétiques, mais qui ne sont pas encore navigables, enfin, ouais, notamment la route transpolaire, je pense qu'il faut aussi ouais, vraiment garder en tête ce caractère très hypothétique. On parle de moyen à long terme sur la navigabilité vraiment commerciale et la rentabilité, et notamment parce que alors, il y a une fonte des glaces et encore pour l'instant, on parle que juste quelques semaines en été. Et oui, il y a les risques géopolitiques et les litiges en termes de souveraineté sur certains territoires maritimes. Mais il y a aussi des risques vraiment climatiques. La Russie essaye pour l'instant de développer sa, son, pa- son, sa région de la route du Nord-Est, avec le encore peu de moyens qu'ils ont financiers et technologiques et en termes de ressources à cause de la guerre en Ukraine. Ils ont des moyens vraiment très amoindris. Mais pour développer leur commerce de matières premières énergétiques vers l'Asie, il y a quand même un forcing qui est fait pour continuer à développer la flotte qui permettrait d'effectuer ces passages. On est vraiment à des passages très expérimentaux et qui pour l'instant vraiment en général se passent mal. Il doit y avoir des sauvetages, etc. parce que la glace se reforme, qu'il y a un manque. Enfin, la Russie essaye de faire ça avec des bateaux qui ne sont pas ice class, parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais qu'ils essaient quand même. Et c'est extrêmement dangereux, non seulement pour les humains, mais aussi pour l'environnement, parce on parle de marée noire, etc., de risque de marée noire. Donc, le changement climatique permet effectivement une fonte des glaces, mais rend surtout la navigation dans ces eaux encore plus dangereuse pour l'instant. Pour l'instant, on en est là. C'est une navigation qui est avec des eaux qui sont plus tumultueuses, des tempêtes plus fréquentes et plus intenses,
et plus de brume notamment. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois sur le fait que la fonte des glaces, en raison de bon, je sais pas comment on dit moist, pardon, l'humidité que ça génère. Génère encore plus de brouillard sur les côtes et là sur les passages hypothétiques des bateaux. Donc on est vraiment pour l'instant sur la réalité, c'est qu'on est sur une navigation qui est encore plus dangereuse, plus qu'accessible. D'autres ajouts aussi? Juste sur cette question du rôle possible de l'OTAN pour aider le transit de bateaux marchands dans les questions de la route nord, la Northern Sea Route. Probablement, c'est des eaux plus territoriales. Donc, il n'y a aucune raison qu'un navire de descente transite à travers cette route pour l'instant. Donc, ça, c'est le premier point, à moins qu'on veut déclencher la guerre. Mais ceci dit, il y a toutes les Russes veulent ce transit, veulent faciliter, et donc sont prêts à prendre les retombées économiques qui en viennent, les frais de passage, etc. Donc, c'est une route qui va s'ouvrir. La question devient, est-ce que cette route demeure ouverte pour tous les bateaux, pour tous les navires, s'il y a une tension particulière géostratégique à un certain moment. Et s'il y a ça, ben là, on est vraiment dans une situation probablement de conflit. Donc, je pense qu'on ne transiterait pas par le temps, etc., en cette route. Donc, ça, c'est une première réponse à cette question. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer peut-être juste aux réponses aux deux prochaines questions. Donc la question de Magali Villers sur les conséquences du dégel, du permafrost, du pergélisol sur les infrastructures civiles et l'énorme problème que ça va représenter. Maybe Bridget LaRoque, do you have an answer on that? The consequences of the melting of the permafrost towards the civil infrastructures? Can you repeat that again? I heard permafrost thaw and infrastructure. The consequences of the melting of the permafrost. Mm-hmm. Okay, well, the melting of the permafrost, of course, is going to impact all infrastructure. In the Arctic, there's several homes that are built on stilts, and in the past, pardon me, they were wooden, and now they're steel-based. So infrastructure cost in the Arctic, we know, is very, very high, and this is going to impact not only the current communities and how we've been built up, but also any new infrastructure coming in has to be very modernized, and the engineers and scientists have to be aware of what they're working with. The bigger security concern for us is our lifeways. Permafrost thaw will impact our own ways of using the permafrost as a refrigerator. Also, it's going to impact the food sources that our animals and birds and fish depend on. These impacts then have huge consequences for how we continue to practice our own ways of knowing, doing, and being, our own ceremonies, our own spirituality. If our vegetation is changing, what does that mean for foods that we're normally used for eating and for keeping ourselves healthy? The concern as well with our food sources, then a southern perspective is that we build gardens, that we build community gardens, greenhouses. But these are different food sources that we are used to in the Arctic.
We depend heavily on our own local land berries, our own local medicines, and with a permafrost thaw and the changing to the landscape, then we're socially, culturally, and mentally subjected to change. So we're not confident with our own thrivability or prosperity when we're impacted or we're having to think about permafrost thaw on a very local to global concerns. So we need to be prepared as well as to what are the huge implications. So landscape change, vegetation change, impacts on our other food sources, impacts on the behaviors not only of ourselves but of our animals, then concerns with invasive species. The change in climate is not only about the land, but it's also with the weather, the air. So weather patterns as well. All of those are holistic and circular and cyclical. So we can't look at one issue. We can't always look at issues from a siloed perspective. We have to look at it from a holistic, interconnected perspective. So I'll leave it at that. Merci beaucoup. Thank you. Je donne la parole à Affaires mondiales Canada pour la réponse officielle à la question. Je sais pas si c'était une réponse officielle, mais c'est une réponse quand même. Oui, c'est vrai. Russian infrastructure in the north is under considerable pressure and growing risk given climate change. They recognize this. And it will be costed. I think there's a couple of things that we can see Russia doing, military versus civilian infrastructure. I think on the military side, they're still investing heavily. They can go to the point where they start to prioritize those military capabilities that are most relevant to them to project power that they need. That probably means investing for supporting infrastructure that supports kind of their strategic assets like nuclear capabilities and relying on that to protect. I think it also means supporting infrastructure that will help from an economic perspective, things like securing the northern sea routes and getting resources that income from those. I think what we're seeing a real potential here is whereas in the past there was a lot of Western investments in sort of resource extraction in northern Russia, it's a real shift now towards Chinese investment. And I think that's where they are, and there's a insatiable appetite on the part of Chinese to do so, and we're seeing that closeness, that bringing closer the relationship. So, where are they going to get their funds for some of this? Again, they will need to prioritize, but they will get a lot of investment on the part of the Chinese, certainly on the civilian infrastructure, resource-based infrastructure. But who knows where this relationship goes in the future in terms of military support as well. So that's the thing that we're watching. Bon, on va réponse un peu biaisée, parce qu'on n'est pas dans un peu moins maintenant, parce que c'est avec Stéphane, mais j'ai travaillé avec Stéphane aussi, donc bon, la réponse est biaisée. Pour ma part, je dirais que oui, la distinction est arbitraire. Moi, je dirais probablement 3/4 des capacités, sans doute. Parce qu'en plus, on va au-delà d'une question de l'impact sur le matériel, mais fondamentalement, les capacités sont quand même les mêmes. Et enfin, surtout pour le Canada, les capacités dans lesquelles le Canada devrait investir, ce sont des vagues qu'on va plus entre nous. Ce sont des capacités qui devraient nous servir sur les week-ends. À partir de là, moins le Canada se rend à ces distinctions qui auraient été dans un sens, mieux ce sera, surtout pour avoir des capacités qui peuvent être aussi bien utilisées dans l'Arctique que dans les deux cas, c'est pareil. Surtout sur des théâtres européens et surtout pour se positionner au sein
au sein de l'OTAN. Juste très rapidement, je vais faire le jump les deux considère. Moi, mon expertise, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même moyen de voir le danger avec l'OTAN potentiellement et aussi avec la Russie. Vous évoquiez voilà, et là, on s'est déjà répondu sur le fait que le passage du Nord-Est à 90 ou en plus pourcentage, c'est territoire russe qui sont. Donc, à partir de là, c'est la question. Et mettre des bâtiments d'alliés de l'OTAN, pour prendre la situation que vous avez prise tout à l'heure, c'est même pas juste agiter un chiffon rouge, un simple rose, c'est lui mettre au niveau du mufle. Donc, bon, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Par contre, le vrai problème, je dirais, je serais peut-être encore d'accord avec c'est que je pense que c'est là qu'il y a le plus de risques au niveau écologique. Parce que, comme l'a évoqué Pauline, c'est une zone qui, en fait, est beaucoup plus dangereuse maritimement, pour le lancer, ce qui veut dire risque d'accident, tout simplement. Donc, tous les transports qui passent par là, ils risquent par exemple aussi Atlantique, ça me parle de dégâts. Par contre, c'est le lien avec la question britannique, le risque, c'est que justement les Russes, et moi je suis capable déjà être d'accord, le risque que les Russes, justement, par rapport à ça, ils veulent juste des intérêts financiers. C'est un moyen de faire de l'argent, c'est un moyen de payer justement les infrastructures qui vont avoir besoin des finances de mise à jour. Et c'est ça le mélange, c'est-à-dire par gain, mais aussi par volonté de toujours être légèrement dans le nord. Les Russes disent à plusieurs pays, venez utiliser ce passage-là, comme ça, avec l'argent qu'on prélève, on va payer les infrastructures dans nos systèmes militaires. Et le risque qu'on a là, c'est que si, par exemple, il y a d'autres pays occidentaux qui, à un moment donné, pour des raisons économiques, veulent y passer aussi, ben, ça veut dire qu'on va financer la puissance russe. Essentiellement, comme on a fait avec le gaz par le passé ou autre. C'est là un petit peu le risque que je veux. Merci. Nous avons, il nous reste 10 minutes pour quelques dernières questions. Donc, ce sera la dernière vague de questions. On a une réponse de Pauline, si vous permettez. Pauline, on va juste prendre les dernières questions, comme ça on pourra tout répondre en même temps. Alors, je sais qu'Amanda, je vais prendre une question. Merci. Merci Benjamin et merci à tous. C'était, sorry? Par la réponse. OK. Mon micro, ouais. Non, allez-y, allez-y. C'était assez intéressant. Ma question, c'est, je sais que hier, on a parlé des tensions futures. Et ça, je pense que c'est une question pour Global Affairs. Désolée. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a vu que la Chine, elle était intéressée à la construction de la soie. Et des soies, il y avait de la soie, c'est vrai. Et il y avait cette idée de vraiment trouver un passage pour ça également. Est-ce que vous pensez que ce sont des questions futures auxquelles le Canada essaie vraiment de réfléchir, surtout quand on pense également à la présence militaire et à s'assurer aussi de la protection des First Nations, des Premières Nations? Je me demandais, est-ce que vous considérez que cela est une tension future ou est-ce que c'est vraiment pas une question à laquelle on est en train de réfléchir profondément et on peut partir sur cette idée de la soie, de vraiment privilégier ce commerce international entre nations, mais qui aussi aura un effet sur les populations qui cette réflexion. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question de la salle? C'est le moment ou jamais. Oui, Amiral. Je vais reprendre la parole. Alors, pas forcément pour une question, mais pour apporter aussi quelques éléments de réponse et participer à ce qui a été dit. Et je suis parfaitement, je retrouve parfaitement dans les propos de M. Laporte ce qu'il faut comprendre, c'est que si on fait accompagner des bateaux par des moyens militaires de l'OTAN, on se comporte un peu comme les Chinois, qui déploient des flottilles de pêche avec des moyens étatiques pour protéger les flottilles de pêche. La réponse militaire n'est jamais la meilleure réponse à un problème. Et je suis bien placé pour vous en parler. On doit d'abord s'appuyer sur des règles établies entre États. Et par conséquent, si on passe en territoire russe parce que les conventions actuelles font que ces routes sont dans les mers territoriales russes, eh bien, on se plie à soit on fait évoluer la réglementation internationale, soit on se plie à ces règles-là. Si on veut y passer de force
d'une certaine façon de force avec des moyens militaires, je crois qu'on commence à créer le problème et non pas à le résoudre. C'est la façon dont on voit les choses. Et ce n'est pas la vocation de l'OTAN de faire ça. On parlera de l'OTAN tout à l'heure, mais ce n'est pas la vocation de l'OTAN de faire ça. Commentaire. Peut-être bien de le rappeler. Euh, alors, Pauline, vous souhaitiez ajouter un mot pour terminer? Je passerai par là. Oui, rapidement, mais déjà, juste pour dire que je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, euh, pour, euh, pour voilà, les prérogatives de l'OTAN sur ce type de mission et le risque que ça représente. Non, je voulais juste ajouter un petit élément de réponse pour la question de Magali sur le père Gélisol. Et Magali et moi, on en a parlé pas mal, mais moins sur l'Arctique russe. Euh, et, et en fait, je voulais juste mais aussi évoquer le fait que le changement climatique en Russie, euh, effectivement, il y a eu quand même un temps pour sortir du déni, en tout cas en termes de communication officielle. Et c'est intéressant de voir que la Russie a d'abord, comme on le sait, mis vraiment en avant les avantages du changement climatique, comme la Chine a aussi essayé de le faire. Maintenant, la tendance a changé, mais voilà, que c'était des avantages sur l'agriculture, les avantages supposés sur un climat plus clément, sur une navigation possible, pour le transport énergétique, etc. Et donc ça, d'une part, et que pour l'instant, et ce qui demeure aussi, c'est que le changement climatique est maintenu et enfin est gardé comme par la Russie comme un outil politique qui joue beaucoup sur le narratif de la Russie contre bon pour instrumentaliser contre l'Occident ou les pays de l'OTAN, les autres pays arctiques en tout cas, notamment sur le fait, enfin, ce qui a beaucoup été dit par les représentants russes lors des dernières COP, les deux dernières COP, était que comme l'Ouest isolait la Russie depuis la guerre en Ukraine, l'Ouest mettait en péril et était responsable de la mise en péril de non seulement de l'action climatique, mais en Arctique, de la préservation de l'environnement et de la sécurité arctique. Et vraiment, il y a et voilà, que la Russie n'était pas responsable de ça, et que c'était vraiment aux dépens de la Russie et de la préservation du climat et de l'environnement et de Pacifique de l'Arctique. Donc c'est vraiment une instrumentalisation du changement climatique et de tout le narratif sur l'exceptionnalisme arctique qui est aussi vraiment instrumentalisé dans les discours officiels sur le fait que c'est l'Ouest qui met en péril l'exceptionnalisme, etc. Et effectivement, il y a aussi une présence autochtone en Russie et pour l'instant, elle a plutôt aussi été utilisée à des fins politiques parce que les vulnérabilités inhérentes à ces populations sont assez peu prises en compte. Et pourtant, il y avait vraiment des réels risques qui ont été documentés climatiques par Pavel Deviatkin, normalement, enfin, notamment qui travaille beaucoup sur ces sujets. Euh, voilà. Donc c'était juste pour dire que voilà, le narratif de la Russie, mais aussi de la Chine sur le sujet et la manière dont le sujet climatique peut être instrumentalisé par ces acteurs est aussi important à surveiller pour les pays de l'OTAN parce qu'ils participent du narratif et de ces, un peu de ces actions hybrides contre les autres pays de l'Arctique. Merci. Merci. Je passe la parole aussi à Monsieur Laporte pour répondre à la question sur les routes de la soie et la présence croissante de la Chine. Merci, bonne question. Bon, on en a discuté un peu dans ce que la Chine fait avec la Russie pour accéder les ressources naturelles russes. Écoute, je suis convaincu qu'il y a quand même plein d'investissements chinois dans les agricultures. Donc, cette rubrique de la soie. Et je suis confiant également que, quoique les Russes regardent l'investissement comme étant une bonne chose, il y a quand même les sécuritaires russes certaines préoccupations. Et ceci est le cas également au Canada au sein du gouvernement fédéral quand on voit les investissements chinois, par les compagnies chinoises, les familles associées à la Chine dans l'industrie critique, il y a des choses petites dans l'Arctique, et ainsi que leur engagement
donner sa priorité, etc. Donc, tout ça pour dire que la question était si est-ce qu'on regarde ces questions-là? Oui, on les regarde. Il faut également, je pense, il y a la question de la route de la soie chinoise arctique, mais il faut regarder aussi toute l'approche du BRI, le Belt and Road Initiative chinois, qui cherche à construire des infrastructures un peu partout dans le monde pour acheminer des biens chinois et l'extérieur de ressources. Mais en même temps, on voit que les fonds, les prêts qui sont vers ces infrastructures-là sont souvent très élevés et arrivent à un point où est-ce que les pays autres deviennent capturés, si je peux dire, par Beijing. Donc, il y a beaucoup de risques pour les participants comme c'était comme ça, oui, si vous me permettez, juste un petit truc, je vais revenir sur un sujet, Amiral de Pilier, j'ai écouté votre réponse à la question sur le passage du Nord-Est de M. Laporte aussi. A priori, on pourrait dire effectivement que c'est un scénario qui est très peu plausible, qu'un navire occidental force le passage du Nord-Est pour contester la souveraineté russe. Mais le scénario n'est pas impossible dans la mesure où, en juin 2019, il y avait Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État dans l'administration Trump, et le ministre de la Marine, ou le secrétaire à la Marine, qui avait ce projet de demander à un patrouilleur américain, un patrouilleur de la Marine américaine, donc un navire de guerre, de traverser le passage du Nord-Ouest et de remettre en question la souveraineté du Canada, ou en tout cas, pas la souveraineté, tant que le statut juridique, le statut légal du passage du Nord-Ouest. Le scénario russe est encore moins plausible dans la mesure où ce serait un incident diplomatique absolument important. Mais l'idée demeure quand même que si les Américains si l'administration Trump a sérieusement envisagé d'envoyer un navire de guerre, et non pas un navire à brise-glace ou un pétrolier comme ça avait été déjà le cas, est-ce que c'est totalement farfelu de penser que ce ne serait pas possible aussi dans le passage du Nord-Est? À tout le moins, il y a là pour les Canadiens, pour le gouvernement canadien, pour les affaires étrangères et pour la défense aussi, des questions à se poser, à savoir ce scénario-là pourrait s'appliquer au Canada. Il a failli, semble-t-il, si l'administration Trump avait allé de l'avant avec ça, ou si elle décidait de revenir avec ça dans 2 ans, dans 1 an ou 2 ans. Donc, on ne pourrait peut-être pas l'écarter quand même pour rapide. Captons bien, en effet, comme toujours dans la pensée géostratégique. Alors, je pense que nous arrivons au terme de cette table ronde. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie beaucoup les intervenantes en ligne également. Pauline Baudu, Brigitte Larocque, Dr Laurent Borcio et Éric Laporte, merci infiniment. On va marquer une pause maintenant et puis on va se retrouver à 11h10. On avance un tout petit peu, 11h10, pour une discussion sur le rôle de l'OTAN et l'Atlantique Nord et l'Arctique, avec donc, le contre-amiral Frédéric de Repilly, qui nous vient de Norfolk, et puis professeur Sarah Martin Brûlé, qui est de l'Université de Chos. Merci. Merci.